arrivait à changer le cours normal des choses en fin 2019. Très tôt, le mal s'est répandu dans le monde entier, bouleversant même le quotidien de l'homme. Mesures barrières, confinement, déconfinement, couvre-feu, mort d'homme, cas actifs, cas contact, vaccin, passe sanitaire, passe vaccinal et j'en passe. La pandémie de Covid-19 continue jusqu'à présent de faire son bout de chemin de pays en pays, avec à chaque fois de nouveaux variants décelés à travers le monde. Le gouvernement togolais est aussi à pied d'œuvre pour éradiquer cette pandémie de notre pays, à travers plusieurs axes de sensibilisation et la mise en pratique des mesures barrières. Mais qu'en est-il concrètement chez nous, au Togo, du cas coronavirus? Que savoir sur la gestion de la Covid-19 au Togo? Le professeur Salou Mounerou, spécialiste de bactériologie, virologie à l'université de Lomé, le docteur Bawe Lidao, médecin infectiologue au CHR Lomé Commune, sont nos invités sur ce plateau de Bon à savoir. Bonsoir à tous, bienvenue au Carrefour du Savoir. Et voilà, comme annoncé, nous avons des personnes ressources avec nous en studio pour nous éclairer sur tous ces points-là par rapport à la pandémie de Covid-19. Chers invités, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Très bien, malgré la Covid-19. Oui, la vie continue. La vie continue. Alors, nous allons commencer par le professeur pour qu'il puisse se présenter aux téléspectateurs. Je suis professeur Salou Mounerou. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Je suis spécialiste de bactériologie, virologie, couramment dit spécialiste de microbiologie. D'accord. Ensuite, notre second docteur qui est avec nous, veuillez bien vous présenter. Oui, merci Madame Delali. Moi, je suis docteur Bawe. Je suis médecin infectiologue exerçant actuellement au CHR Lomé Commune et au CHU Sylvanus Olympio. Alors, cher professeur, dites-nous, c'est vrai, nous allons parler de ce virus-là. Avant tout, il faudrait que nous sachions qu'est-ce que c'est qu'un virus. Quand on parle de virus, de quoi s'agit-il concrètement? Merci, très belle question. C'est vrai qu'avec cette pandémie, nous avons découvert qu'il y a beaucoup de spécialistes de la santé sans formation préalable et beaucoup de choses se racontent. Effectivement, il est bon de définir ce que c'est qu'un virus. Si nous étions dans les amphithéâtres, je vous dirais, on définit les virus par ce qu'ils ne sont pas. Okay. Mais ici, on va résumer pour dire, un virus est un micro-organisme. Donc, un tout petit organisme que l'œil humain ne peut pas voir. Et qui est fait de ce que nous appelons un acide nucléique, qui est donc un peu comme le patron. Il peut être de l'ADN, il peut être de l'ARN, et une protéine qui accompagne. Mais la particularité des virus, c'est des parasites obligatoires. C'est-à-dire, un virus seul ne manifeste aucune forme de vie. Le virus doit s'accrocher à une cellule vivante. Elle peut être humaine, végétale, animale, ou même à une bactérie pour pouvoir manifester des signes de vie, qui sont la multiplication, la perpétuation de l'espèce. D'accord. Donc, de manière globale, voici la définition donnée au virus. Alors, y a-t-il une différence entre un virus et les autres agents pathogènes, microbes, champignons et autres? Oui, c'est ce que je disais. Le virus est une entité, comme on dit dans notre jargon, nucléoprotéique, acide nucléique et protéines. Mais si vous allez sur les bactéries, par exemple, je vais vous dire, les bactéries sont une entité unicellulaire, faite d'une seule cellule, un seul chromosome. Pour ceux qui ont fait un peu de biologie, on vous dira l'être humain est fait de cellules humaines, 23 paires de chromosomes, ainsi de suite. Et les champignons, les parasites comme les vers intestinaux, dans ces parasites, vous avez ceux qui sont faits d'une seule cellule, qui sont des protozoaires, et ceux qui sont faits de plusieurs cellules qu'on appelle les métazoaires. La grande différence, c'est que ces cellules-là peuvent être autonomes. Elles peuvent vivre sans faire recours à quelqu'un. Ou alors, elles vivent en parasitisme
mais pas parasitisme absolu. Il y en a pour lesquels, comme les bactéries, il y a des bactéries qui nous sont bénéfiques. Vous menez une vie, de ce qu'on appelle une vie symbiotique. La bactérie vous apporte quelque chose, en retour elle tire profit de la vie en commun. Ok, d'accord. Alors, qu'en est-il du coronavirus? Le coronavirus est un virus respiratoire qui fait partie de la famille. C'est-à-dire, ici, comme nous les êtres humains, nous avons notre pièce d'identité, avec nom, prénom, origine. Nous faisons la même chose pour tout ce qui est virus, bactéries, champignons. D'accord. On les classe, cela s'appelle la taxonomie, Ok. la classification. Et un virus, ici le coronavirus, est un virus de la famille des coronaviridés. Voilà, et c'est un virus à ARN. Elle fait partie d'un grand ensemble de virus, dit virus respiratoire. Dans ce virus respiratoire, vous avez le virus grippal, vous avez le MERS-CoV, le SARS-CoV, sur lesquels nous pourrions revenir. D'accord. Merci, professeur. Alors, je veux me tourner également vers Dr Bawe. Dites-nous, quel est le taux de prévalence de la COVID-19 au Togo? Alors, merci pour la question. Actuellement, le taux de prévalence de la COVID-19 se situe autour de 0,4%. À la date du 10 janvier, on était à 34 385 cas confirmés. Alors, si on fait le rapport avec la population togolaise, on est autour de 0,4%. Et il faut dire que c'est une situation, une prévalence qui change, qui est dynamique en fonction des taux de contamination décelés. Alors, docteur, pouvez-vous nous rappeler les manifestations cliniques de ce virus-là et le mode de contamination également? Alors, donc, parlant des modes de transmission, d'abord, c'est une transmission par voie aérienne essentiellement, par l'intermédiaire des gouttelettes, puisque, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est un virus respiratoire. Et donc, lorsqu'on est contaminé et symptomatique, on développe des signes respiratoires, et à travers ces signes, tels que la toux, l'éternuement, ça permet de larguer les gouttelettes qui sont contaminées. Et lorsqu'une personne est à côté, va respirer l'air qui est contaminé, va se contaminer. Alors, parlant des signes essentiellement, c'est des signes dits de syndrome pseudo-grippal qui vont mimer un paludisme au départ. C'est essentiellement la fatigue, l'anorexie, c'est-à-dire le manque d'appétit, les maux de tête, la fièvre, le mal de gorge, également la perte des odeurs qu'on appelle l'anosmie, la perte du goût qui est la gueusie, qui est un signe qui m'a l'air spécifique. Quelqu'un qui signale une perte de goût, il faut fortement suspecter une infection à Covid-19. Mais lorsqu'on a une perte des odeurs, par exemple, dans un rhume banal, on peut avoir la perte des odeurs. Mais lorsque la personne signale une perte du goût, ça signale vraiment fortement il faut tester cette personne-là. Ça, c'est les signes modérés, légers à modérés. Et dans les cas de gravité, on peut aller vers une difficulté respiratoire. Et c'est ça qui fait la complexité de la maladie et qui va nécessiter des mesures de réanimation, voire même la mise sous respirateur pour aider la personne à respirer. Alors, docteur, une question des téléspectateurs au cours de d'autres émissions également. Elle aimerait savoir, au cas où nous sommes dans une maison cour commune et que quelqu'un qui est testé positif au Covid-19, on utilise tous les mêmes sanitaires, ça veut dire les douches et autres. Est-ce qu'on peut se faire contaminer également via ces voies-là? Oui, on peut se faire contaminer, mais comment? Alors tout à l'heure, nous avons dit que c'est un virus respiratoire. Et donc, essentiellement, le virus sera projeté à l'extérieur par la toux, l'éternuement et autres, l'écoulement nasal et autres. Donc, la personne qui tousse, si la personne est dans les sanitaires et qui tousse et qui va éparpiller les gouttelettes sur le robinet, la colonne de douche, les carreaux et autres, et qu'on vient également toucher ces mêmes objets sans se laver les mains après, on peut se contaminer de cette manière-là. Puisque le contact avec les sécrétions biologiques que la personne qui est infectée va émettre également sont des sources de contamination. Donc une fois que nos mains touchent ces sécrétions et que malencontreusement on porte les mains vers
vers les yeux, mais vers le visage, on va se contaminer. D'accord. Alors, que faire lorsqu'on ressent ces symptômes dont vous venez de parler? Est-ce qu'il y a un numéro vert disponible? Est-ce qu'il faut aller vers les centres de santé? Que faire concrètement? Oui, au début de la pandémie au Togo, il y avait un numéro vert qui était mis à disposition de la population pour l'orientation en cas de signe. J'avoue que je ne sais pas si vraiment ça continue par marcher, mais aujourd'hui, je pense qu'après 2 ans, 2 ans après le début de cette épidémie ou bien pandémie, je pense que tout le monde quand même sait comment se comporter lorsqu'on ressent des signes. La première des choses, c'est d'aller vers un centre pour se faire consulter et s'il le faut, on pratique le test pour confirmer ou infirmer une infection Covid-19. D'accord. Alors, on parle de plusieurs variants. Tout dernièrement, on a parlé de Omicron. Est-ce que c'est des cas déjà détectés au Togo? Est-ce qu'on traite cela déjà chez nous? Qu'en est-il concrètement à ce niveau? Oui, le variant Omicron a été détecté au Togo et aujourd'hui, il représente 25% des contaminations. Comme on l'a dit, c'est un variant qui est associé à une augmentation de la transmission, donc des cas de contamination. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est moins méchant par rapport aux autres variants. Mais la contagiosité est très élevée par rapport à ce variant. Et au Togo, il a été reporté que 25% des contaminations sont dues à ce variant. 25% des contaminations sont dues à ce variant. Et pourquoi ça se répand aussi rapidement que ça? Oui, pour expliquer un peu, le professeur peut-être peut aussi ajouter quelque chose. Oui. Quand on parle de variant, c'est que entre-temps le virus a changé. Il y a un virus mère ou bien un virus sauvage, mais avec le temps ce virus a changé, il a pris une autre forme. Okay. Et puis lorsque le virus change, soit au niveau de la manifestation clinique, il va devenir beaucoup plus gentil, beaucoup plus méchant. Et pour le Omicron, il est associé à une augmentation de la transmission. Donc les contaminations sont rapides avec ce variant que les autres. Mais on sait que sur le plan clinique, il est moins méchant par rapport aux autres variants. Donc lorsque le virus change, soit il devient plus méchant, ou bien il devient beaucoup plus doux. Quelque chose comme ça. D'accord, merci. Alors professeur, quelque chose à ajouter par rapport à ce point? Oui, merci pour la question. En ce qui concerne les variants, la variabilité génétique n'est pas le fait seulement du coronavirus. J'aime bien les images pour que la population puisse comprendre. Lorsque vous rentrez dans une fratrie, une mère qui a eu, par le passé, ce n'est pas les petits ménages qu'on a aujourd'hui avec 2 enfants, qui a une dizaine d'enfants, s'il y a des jumeaux, à l'exception des jumeaux vrais qui se ressemblent à l'identique, les individus, quand vous les voyez de loin, se ressemblent, c'est vrai, mais chacun est unique en son genre. C'est ça. La même chose s'observe avec les virus. En se multipliant, je vous ai dit tout à l'heure que le virus est un parasite obligatoire dont la finalité, c'est d'infecter une cellule hôte et il utilise tout ce que l'hôte lui propose pour pouvoir assurer la perpétuation de l'espèce. C'est ça. Malheureusement ou heureusement, selon les cas, en le faisant ainsi, c'est des enzymes qui recopient le message et le recopient donc avec des erreurs. Et progressivement, on tombe sur des individus qui sont un peu différents des parents. Et lorsqu'on vient dans le cas de coronavirus, virus à ARN, c'est un des longs virus à ARN, les mutations surviennent et chez Omicron, vous avez une 60aine de mutations. Quand on dit mutation, donc c'est des changements. C'est comme si vous prenez un sol carrelé et vous avez des pièces, un puzzle, et vous avez 60 mutations, dont 50 sont des mutations qu'on appelle mutations non synonymes. Donc ce n'est pas identique, parce que dans la génétique des virus, des micro-organismes, je peux avoir une mutation qui est une mutation non-sens. Ça change, mais ça n'impacte pas le produit final. Ici, vous avez sur les 60, 50 qui impactent le produit final, 8 qui sont synonymes, c'est-à-dire des choses changent, mais le produit n'a pas changé, et puis 2 qui sont non-sens. C'est-à-dire même dans les mutations, on peut tomber sur un virus abortif, qui échoue, qui ne peut pas progresser. Et donc ici, l'essentiel des mutations se déroule dans
la partie du gène du virus qui code pour une protéine qu'on appelle la protéine S, qui est cette protéine-là qui nous permet de faire la notion de clé-serrure entre virus et cellules hôtes. Donc ici, le mutant s'adapte beaucoup plus vite au récepteur de l'hôte. Vous voyez, donc, pour peu, dès qu'il arrive, un peu comme du chewing-gum, là, il se colle, il se propage. Il va très vite. Par rapport à ce qu'a dit Dr Baweh, les études continuent. C'est peut-être parce que nous sommes à la croisée des chemins. Il y a eu la vaccination, un ensemble d'éléments qui font que finalement, on se rend compte que cliniquement, l'infection causée par ce virus-là est de moindre gravité. Je précise, chez les individus vaccinés. Si on va chez les individus non vaccinés qui n'ont jamais rencontré le virus, mais il va être aussi bruyant parce que le système immunitaire n'a pas la mémoire, il ne reconnaît pas ce danger. Le temps qu'il s'apprête, il peut être ébranlé. Il faut peut-être que dans la population comprenne que la vaccination a un rôle à jouer ici. Elle aide. Je me rappelle au tout début, quand ce variant a été découvert en Afrique du Sud, si vous voulez, les premiers papiers qui sont venus, il y avait une contradiction où on disait, les Sud-Africains disaient non, sur nous c'est bon, les signes cliniques sont moindres. Ailleurs, mais je pense que globalement aujourd'hui, la vaccination, c'est vrai qu'on doit continuer pour espérer, parce que nous allons, on a parlé de prévalence tout à l'heure, on n'a pas parlé par exemple de taux de positivité. En ce moment, nous sommes dans la zone rouge, où chaque jour, on a plus de 10% des échantillons testés qui sont positifs. Oui, le nombre, si vous suivez la courbe de positivité chaque jour, le nombre, on a dépassé la barre des 500 dans ce mois de janvier déjà par jour. C'est les week-ends où on teste moins, on a moins de positifs. On reviendra certainement là-dessus, mais la vaccination, je pense, joue un rôle important dans, si vous voulez, l'intensité de la crise de l'infection causée par ce variant Omicron. D'accord, merci professeur. Alors, docteur, dites-nous, le test PCR, où est-ce qu'on le fait? C'est à quel coût? Comment est-ce que ça se fait? Alors, aujourd'hui, au Togo, il y a plusieurs laboratoires où le test PCR peut se faire. Alors, quand je prends à Lomé, les tests peuvent se pratiquer à l'Institut d'hygiène. Le traitement des tests, on fait les problèmes dans les centres, mais pour le traitement, c'est à l'Institut d'hygiène, au laboratoire du CHU SO, CHU Sylvanus Olympio, et puis le laboratoire Biolim de l'Université de Lomé. Ce sont les trois lieux où les tests sont traités. Ensuite, à l'intérieur, nous avons l'Institut d'hygiène, l'Institut d'hygiène a créé un laboratoire à Akara, et de même à Dapan, et puis à Tapamé, je pense. D'accord. Ok. Quelque chose à ajouter, professeur? Oui. En ce qui concerne la réalisation des tests, comme a dit le docteur Baweh, en fait, on a des hubs. Si vous vous rappelez au début de la pandémie, notre laboratoire national de santé publique est l'Institut national d'hygiène. Et très rapidement, sachant que c'est un virus qui est rapidement transporté, venu par les voyageurs, il y a un laboratoire au niveau de l'aéroport, Yassine Demant, qui s'occupe des tests. Maintenant, en milieu de soins, on entend par milieu de soins, CHU Sylvanus Olympio, CHU Campus, et en région, on a vite fait de mutualiser les équipements qu'on avait pour la tuberculose, qui permettent rapidement en milieu de soins chez le patient qui est malade, symptomatique, comme il a dit, on veut savoir si c'est de la Covid, alors on fait ces tests-là en milieu de soins. Et pour rendre l'offre équitable, le CHU Campus, par exemple, avait été identifié, et il l'est, pour les structures privées qui voulaient référer. Et après, c'était les sociétés. Aujourd'hui, l'un dans l'autre, les sociétés aussi, par exemple, sur la plateforme Adéticopé, industrielle Adéticopé, il y a des sociétés. Si celles-là veulent ou ont un souci, font appel à l'EI, on peut prélever et on revient vers le CHU Campus. Aujourd'hui, le test coûte 25 000 francs pour les voyageurs. En principe, selon le cas, les tests sont payants ou non payants pour les non-voyageurs. Cela dépend, mais c'est des frais qui sont autour de 10 000 francs aujourd'hui, s'ils doivent être payés. Si vous sollicitez, par exemple, la télévision Delta Santé veut faire un dépistage, alors que rien n'invite à ce dépistage-là, dans la gestion de ces tests,
vous nous faites appel, Ok. vous serez facturé. D'accord. Voilà. Selon le cas. Donc, toute entreprise peut faire appel pour pouvoir dépister ses Voilà, mais employés. aujourd'hui, on apprécie quand même l'opportunité du dépistage, Oui. parce qu'il faut avoir une raison fondée pour faire le dépistage. On D'accord. dira, les choses ont évolué, on a accès aujourd'hui aux tests de diagnostic rapide, des tests antigéniques qui peuvent être d'un apport, mais pour l'instant, ils sont recommandés d'utilisation en milieu de soins. D'accord. Voilà. D'accord. Merci, professeur. Docteur Bawey, dites-nous, comment se fait la prise en charge des patients Covid-19? Alors, la prise en charge des patients Covid-19, pour le cas du CHR Lomé Commune, Oui. le CHR reçoit essentiellement les patients qui sont symptomatiques, C'est-à-dire? c'est-à-dire qui présentent des signes. Ok. Et pour ces patients, il y a une classification qui est faite. Soit les signes sont légers, soit les signes sont modérés, ou bien sévères, ou bien critiques. Alors quand c'est critique, c'est que c'est les patients qui ont besoin d'assistance respiratoire, donc mis sous respirateur. Et donc lorsque les patients arrivent, on fait cette classification-là pour voir un peu l'étendue de sa prise en charge. D'accord. Et donc ça c'est pour les patients asymptomatiques. Et maintenant pour les patients asymptomatiques, au début de la pandémie au Togo, tout patient testé positif était confiné dans un hôtel pour les cas asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de signes, et les cas symptomatiques, les patients asymptomatiques ou bien polysymptomatiques, c'est-à-dire qui ont de petits signes, genre maux de tête, petite fièvre, qui ne nécessitent pas vraiment une hospitalisation, on les confine dans un hôtel, et puis dans chaque hôtel, dans ces hôtels, il y a une équipe médicale qui permet de gérer les petits bobos de ces patients-là. Et ensuite, maintenant, les cas symptomatiques vrais, c'est-à-dire classés en forme modérée, en forme grave ou bien en forme critique, ils sont hospitalisés. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la pandémie, puisque confiner tout le monde dans un hôtel, ça revient très cher à l'État. Donc, tous les cas qui sont testés positifs ne sont pas tous hospitalisés. Donc, on va vers maintenant une prise en charge à domicile pour les cas qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. C'est juste qu'après un test qui est confirmé, la personne est contactée par une équipe qu'on appelle l'équipe EIR, et cette équipe procède à un interrogatoire pour essayer d'avoir un peu les signes que la personne développe. Et si ces signes nécessitent une hospitalisation, on le réfère vers le CHR Lomé Commune. Mais en dehors de ça, l'équipe est normalement tenue de disponibiliser le protocole à chloroquine, surtout à azithromycine, à ce patient-là. Mais il faut dire que avec le temps, cette pratique ne se fait plus parce que les gens sont débordés. Et aujourd'hui, il faut noter que, il faut aussi que les gens le comprennent, et la chloroquine n'est pas vraiment la panacée de cette infection. Et donc, parce que les gens sont testés positifs, ils réclament le traitement. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que pour ceux qui n'ont rien comme signe, ce n'est pas la peine de réclamer le traitement, dire qu'ils n'ont rien comme traitement. Il suffit seulement d'attendre le temps qu'il faut, le temps que l'organisme élimine le virus pour aller refaire un contrôle qui va s'avérer négatif. Et là, on est libre. Maintenant, pour les patients qui sont vraiment symptomatiques, c'est-à-dire qui ont des signes, notamment qui toussent, qui font de la fièvre, c'est ces signes-là que nous allons gérer. Et s'il y a une infection pulmonaire, on va gérer tout ça. Et en dehors de ça, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens s'alarment s'ils n'ont pas de la chloroquine, surtout pour ceux qui sont à la maison et qui n'ont rien comme signe. D'accord, merci. Alors, professeur, quelque chose à ajouter par rapport à ce que le docteur vient de dire? Au cas où je suis testé positif, que faire si je n'ai pas d'appel, comme il vient de le dire, par exemple? Je crois que c'est la discipline. Si nous sommes d'accord que c'est un virus qui est hautement transmissible et que des mesures barrières ont été édictées, c'est d'abord de s'auto-confiner pour s'assurer de ne pas partager à tout bout de champ son virus. Il a parlé d'aérosol. C'est un peu comme si vous prenez un déodorant, vous appuyez là-dessus, vous voyez tout ce gaz, ces bulles qui se forment. Et il y en a qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut qu'on prenne les mesures pour endiguer la propagation, la contamination de ceux qui sont autour de moi. L'autre chose, il a parlé des PCR contrôle. Je crois, pour le biologiste que nous sommes en train d'envisager d'ailleurs même cette PCR de contrôle. Si vous êtes confiné, que vous restez chez vous 10 jours, 12 jours, même moins,
par rapport au Omicron, la révision des guides, la prise en charge est en train d'être faite parce qu'actuellement les personnes infectées, les personnes asymptomatiques, une semaine après, elles se sentent très bien. Ok. Si vous êtes vacciné, vous vous sentez bien, mais vous reprenez le service, vous mettez le masque. Ailleurs, on ne fait même plus de PCR de contrôle. Cette PCR-là est exigée aujourd'hui que pour les voyageurs. Parce que l'avionneur veut s'assurer que vous êtes négatif avant de monter à bord. Et pour le reste, nous savons aujourd'hui que vous pouvez sécréter en fin de pathologie de virus, mais vous n'êtes plus contaminant. Ok. Ça aussi, on le sait. D'accord. Merci, professeur. Docteur Baweh, vous êtes au CHR Lomé Commune. C'est des cas que vous traitez au quotidien. Alors, un patient admis là-bas, peut-on rendre visite à ce dernier? Dans quelles conditions ça se fait également? Oui, un patient admis au CHR, la famille ou les parents peuvent le rendre visite, mais ce n'est pas comme les visites que nous connaissons. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut rendre visite à... Comme j'ai dit, lorsque les patients arrivent, on procède à une classification. Donc, pour les cas légers, modérés, c'est-à-dire que des patients qui peuvent se déplacer, d'accord. Donc, lorsque les parents arrivent, ils peuvent sortir et puis à travers une grille, hein, et ils peuvent se parler, tout ça. Et si les parents ont apporté quelque chose pour ce dernier, il peut également réceptionner cela. Maintenant, il y a également les patients qui sont en réanimation. Pour certains qui sont sous oxygène ou bien qui sont sous respirateur. Alors, au CHR, nous disposons d'une salle, notamment dans la salle des réanimateurs, des écrans qui permettent de voir les patients à distance. Donc, on fait entrer les parents dans cette salle et puis on clique sur la salle en question et puis on lui montre les images. Il reconnaît son parent et puis il voit un peu le dispositif sur lui. Donc, il ne peut pas rentrer en contact directement, aller le voir, mais il peut quand même le voir à travers les écrans, les caméras de surveillance qui ont été mis en place. Donc, voilà un peu, la visite est possible, mais elle est conditionnée, ou bien la fonction de l'état du patient qui est hospitalisé. Alors, au début, on parlait de lorsque on a des cas de décès de patients, le corps, les parents n'étaient pas autorisés à rentrer en contact avec le corps ou de prendre leur corps et aller enterrer comme il se doit. Est-ce qu'on suit toujours le même protocole? Oui, on suit toujours le même protocole, sauf que les choses ont été beaucoup allégées ou bien améliorées aujourd'hui. Vous savez qu'au début, dans la panique, dès qu'il y a un décès, même si c'est dans la nuit autour de 22 h 23 h, il faut que déjà au petit matin, le corps soit déjà enterré. Et ça a créé tout un bruit au sein de la population. Mais avec le temps, l'évolution, connaissant de plus en plus mieux le virus, on a également allégé les choses. Mais quand je dis allégé, ça ne veut pas dire que le corps est remis à la famille. Il y a toujours un service spécialiste, c'est-à-dire le service d'hygiène et assainissement, qui rentre en contact avec la famille et ensemble, ils élaborent, ils suivent le programme de la famille par rapport au jour de l'enterrement. Puisque avant, dès que le patient décède, on appelle le service et puis dans les heures qui suivent, l'enterrement se fait. Et on a seulement besoin peut-être de 1 ou 2 parents pour venir assister, voir le corps et puis aller faire l'enterrement. Mais aujourd'hui, on permet quand même que la famille un peu plus élargie, pas plus de 15-20 personnes, puissent venir assister à l'animation. Mais c'est toujours contrôlé avec le service d'hygiène et assainissement. Donc la famille peut maintenant décider du jour de l'enterrement parce qu'il y a pour certains patients dont je prends une personne âgée dont les enfants sont à l'extérieur qui veulent forcément venir enterrer leurs parents. Aujourd'hui, on permet que ces derniers puissent arriver et après on peut fixer un jour pour l'enterrement. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc voilà un peu des mesures d'assouplissement qui ont été faites avec l'évolution de la chose. Alors, au CHR Lomé Commune, est-ce qu'on a également des cas d'enfants contaminés que vous prenez en charge? Il y a très peu d'enfants que nous avons reçus au CHR Lomé Commune. Il y a très peu d'enfants et la plupart des enfants que nous avons reçus ont développé des formes
asymptomatiques, voire même forme légère. Ok. Il y a quelques rares cas, 1 ou 2 cas de nouveau-nés qui ont fait des formes graves. Et ces nouveaux-nés, le premier, je pense que c'est un seul nouveau-né qui était déjà prématuré. Et donc, vous voyez que déjà son organisme était fragile et l'infection ne lui a pas fait cadeau. Mais pour la plupart des enfants que nous avons reçus, mais d'ailleurs qui ne sont pas nombreux, les enfants développent des formes asymptomatiques dans la plupart des cas, voire même des formes mineures. D'accord, merci. Professeur, dites-nous, une fois guéri du coronavirus, est-ce qu'on peut être encore recontaminé? Oui, on peut être recontaminé. Surtout que ce que nous disons, quand vous êtes guéri, fabriquez des anticorps, fabriquez des cellules mémoire. On a donc 2 aspects dans la réponse immunitaire, l'immunité cellulaire, l'immunité humorale. Mais très tôt au début de la pandémie, on a retrouvé des gens 2-3 mois après qui ont été contaminés. Aujourd'hui, on le vit bien, c'est-à-dire sur la série de 2 années, il y en a qui vont vous dire j'ai fait un Covid en décembre 2020, j'ai fait un autre en décembre 2021. C'est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui appelle les doses de rappel pour la vaccination. Ok, d'accord. Docteur Bawé, nos structures sanitaires au Togo présentement sont-elles assez équipées face à la COVID-19? Alors, toutes les structures sanitaires ne sont pas assez équipées aujourd'hui pour faire face à cette pandémie. Et donc, au Togo, l'État a essayé de mettre en place dans chaque région des structures de prise en charge. Mais il faut que certaines structures encore ne sont pas encore fonctionnelles pour faute de personnel, surtout parce que c'est un réel problème par rapport aux ressources humaines. Et certaines structures, bien que ils ont du personnel, ils n'ont pas vraiment la main qualifiée pour pouvoir prendre en charge certaines formes. Donc, c'est le CHR Lomé Commune qui est aujourd'hui le centre de référence pour gérer ces cas, les cas sévères surtout de Covid-19. Ok, merci. Professeur, quels sont les axes d'action du gouvernement et toutes les cellules qui ont été créées, cellules anti-Covid et autres, pour limiter cette propagation du virus? C'est vrai, quand vous regardez la structuration de la riposte, vous avez la CNGR, qui est la Commission nationale de gestion de la riposte, et au niveau préfectoral, vous avez un démembrement de cette CNGR qui est présidé par les préfets, et le ministère de la Santé, avec tous les directeurs régionaux de la santé, les directeurs préfectoraux, est associé. Les 4-5 grands ministères, le ministère du Transport, le ministère du Sport et autres, sont tous associés dans cette gestion qui est multidisciplinaire, cette riposte. Et l'objectif du gouvernement, et qui est celui de tous dans le monde entier, c'est d'éradiquer, si on peut, mais au moins limiter la contamination au niveau de cette épidémie et assurer une meilleure prise en charge des cas, afin qu'il n'y ait pas de décès. Et je crois que c'est dans cette logique-là que le monde entier s'est inscrit, que le Togo est inscrit. Et vous avez vu progressivement, on a fait des traitements. Aujourd'hui, le message à l'échelle mondiale, c'est la vaccination. Vous voyez comment les différents types de vaccins sont arrivés. On a fait des premières doses, des secondes doses pour certains, une dose pour d'autres. Et aujourd'hui, on est dans le booster, on parle de rappel. Quand vous discutez avec des Européens aujourd'hui, ils vont dire I'm vaccinated, I'm boosted. Pour dire, c'est dans cette démarche que l'État est inscrit. La vie doit continuer, le pays doit avancer, l'économie ne doit pas être bloquée. Et pour cela, on demande à tous de faire des efforts en prenant en compte, c'est surtout ça. Les gens vous diraient aujourd'hui, nous sommes fatigués, il faut porter le masque, il faut se laver les mains, il faut respecter les mesures édictées. Les mesures édictées depuis le début ne sont pas supprimées. Les funérailles, comme l'a dit le Dr Bawé, 15-20 personnes au maximum. Tous les événements festifs qui peuvent être source de propagation du virus, il faut les arrêter. Sinon,
les contrôler avec les moyens, et c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Mais justement, d'aucuns se plaignent par rapport à la fermeture des frontières terrestres qui demeurent d'actualité, alors que les voies aériennes, c'est des vols qui partent chaque jour. Pourquoi ne pas ouvrir également ce volet de la chose et chercher à savoir ou à voir comment contrôler cela au niveau de ces frontières? Mais je pense que cela est prévu. Et n'eût été la venue de Omicron, la dernière réunion, pas celle qui a été faite récemment sur le Mali au niveau de la CEDEAO, il était prévu d'ouvrir les frontières dans notre espace sous-régional à partir du 1er janvier 2022. Mais aujourd'hui, avec ce que Omicron est en train de nous démontrer en termes de propagation, tout le monde est prudent. Mais il faut comparer ce qui est comparable. La voie aérienne, on peut contrôler. Vous regardez combien de fois nos frontières sont poreuses. Officiellement, les frontières sont fermées. Ah oui. Mais je suis convaincu que vous avez des amis qui vont au Bénin, qui vont au Ghana. Chaque jour. Chaque jour. Et donc, pour la voie aérienne, non seulement ce n'est pas tout le monde qui emprunte cette voie parce qu'elle est coûteuse. On fait les tests PCR, on arrive à contrôler. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'à Ila Kondi ou à Kodjovia Kopela, est-ce qu'on peut se comporter comme ce qu'on fait au niveau de l'aéroport? Il faut trouver d'autres mécanismes. Et en même temps, il ne faut pas que ces mécanismes-là aident. Vous savez, c'est comme ces virus. L'homme aussi est intelligent. Il ne faut pas qu'il y ait des moyens détournés et que cela soit une source de richesse pour d'autres personnes. C'est tout ça qu'il faut étudier avant d'ouvrir les frontières. Mais je pense qu'on était vraiment sur la voie avec l'implication des tests antigéniques et autres qui sont de réalisation très rapide, qui permettent. Mais aujourd'hui, si vous regardez, on a eu des expériences avec la fièvre jaune. Vous décidez d'aller au Ghana, vous arrivez à la frontière, vous n'avez pas yellow card, vous passez en vaccin. Sinon, vous faites demi-tour. Et donc, il y aura des solutions comme ça qui peuvent être intéressantes aussi, qui sont envisagées. Parce qu'il suffit que d'État à État, on soit prévenu, qu'on sache que quand je prends le bus en direction de Lomé, je quitte Cotonou, si je ne suis pas vacciné à la frontière, on va me faire vacciner avant que je ne continue le chemin. Si je ne suis pas d'accord, je fais demi-tour. D'accord, merci. Docteur Baoué, dites-nous, ces mesures restrictives demeurent pareilles. Est-ce qu'on doit penser à autre chose, vu que ça fait plus de 2 ans déjà que nous respectons cela, mais d'autres variants s'annoncent au quotidien? Est-ce qu'il faut penser à d'autres mesures également ou juste respecter ces mesures déjà dictées par le gouvernement? Oui, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est juste respecter les mesures déjà dictées parce que le virus, il change, mais les voies de transmission n'ont pas changé. Donc, ces mesures barrières demeurent d'actualité. Même si le virus change, on doit toujours garder ces mêmes mesures parce que les voies de transmission n'ont pas changé. Donc, c'est le lieu de rappeler à tout un chacun de réactiver ces mesures-là, puisque on remarque que ces mesures sont de plus en plus bafouées. Et avec ce nouveau variant qui est associé à une augmentation de la contamination, c'est le lieu que les gens reviennent à ces mesures barrières qui ont été déjà édictées depuis le début de la pandémie au Togo. D'accord. Professeur, quels sont les vaccins administrés au Togo à ce jour? Peut-être on a quand même dans l'ordre, on avait AstraZeneca, après on a eu Pfizer, on a eu Sinopharm, on a Johnson & Johnson, qui sont ceux qui sont disponibles. Docteur Baoué, si j'ai oublié un, pourra rajouter. C'est essentiellement ces 4 vaccins que nous avons au Togo. Et il y en a suffisamment. Suffisamment. Oui, on peut choisir ce qu'on veut présentement. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Cet effort a été fait, les vaccins sont disponibles. Mais vous comprenez que c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut faire les doses de rappel. Et selon le vaccin qu'on aura choisi, il y en a qui sont en une dose, comme le Johnson & Johnson, mais après, vous avez la dose de rappel. Il y a un communiqué du gouvernement qui est sorti encore hier, qui rappelle pour ce qu'on appelle entre griffes la 3e dose, et qui n'est pas le terme approprié. C'est une dose, quand vous faites une vaccination complète, vous pouvez amener à faire des rappels. Si vous rappelez, la fièvre jaune avant, c'était tous les 10 ans. La dose de rappel, c'est tous les 10 ans, jusqu'à ce que récemment, après l'épidémie de fièvre jaune en Angola, on se rende compte qu'une fois vacciné, ça peut protéger pour toute la vie. D'accord.
Alors, pourquoi ne pas avoir opté pour un seul vaccin au Togo et on a plusieurs types également? Est-ce à dire les autres qu'on a reçus par après sont plus efficaces que les premiers? Non, je ne vous laisse même pas continuer. Ah, d'accord. Expliquez-nous. C'était très dur d'avoir les vaccins. La production mondiale ne suffisait pas. Vous avez votre argent, vous n'avez pas de vaccin. Donc il y a eu une initiative au niveau de l'Union africaine qui est appelée COVAX, qui s'est débrouillée pour trouver des vaccins. Et quand vous mettez dans la balance le nombre d'Africains vaccinés par rapport à la population mondiale, c'est insignifiant. Ce n'est pas 4%. Et progressivement, dans le bilatéralisme, nos dirigeants, notre pays a pu trouver ça et là d'autres vaccins pour venir compléter. Et en plus, il faut reconnaître qu'on a quand même été bon élève au niveau de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, en termes de gestion des vaccins qu'on a reçus. On a été bon élève et cela nous a permis d'avoir encore d'autres vaccins. Okay. C'est surtout ça parce que récemment, par exemple, au Nigeria, pour des questions de logistique, c'est 1 million de doses de vaccins qui ont été détruites. 1 million. D'accord. Et ça coûte. Alors, est-ce qu'il y a interchangeabilité entre ces vaccins-là? Oh oui, mais nous n'allons pas discuter de ça sur les antennes parce qu'aujourd'hui, avec la Covid, vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est selon ce qu'on a sur place. Par exemple, les doses de rappel actuellement, prioritairement, c'est du Pfizer. Mais il n'y a pas que selon les cas aussi, on peut passer à un autre vaccin. D'accord. Docteur, dites-nous à quel âge on peut se faire vacciner? Alors, au début de la campagne de vaccination, on avait sérié les groupes et c'était essentiellement les adultes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller, enfin, le monde est en train d'aller vers les enfants. Ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais ailleurs, les enfants maintenant peuvent être autorisés à se faire vacciner. Donc, progressivement, on va descendre vers les enfants. Et déjà, je pense qu'à partir de l'âge de 5 ans, les enfants peuvent se faire vacciner. Professeur, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir se faire vacciner? Il n'y a pas de conditions particulières. Vous savez que la vaccination, c'est une maladie qui est reproduite chez l'individu sous forme atténuée. Donc, il ne faut pas manifestement présenter des signes d'autres maladies. Parce que la vaccination interpelle votre système de défense. C'est comme votre armée. Si cette armée est déjà engagée sur un front, et que vous apportez le vaccin, vous fragilisez davantage l'individu. Okay. Donc, globalement, c'est des individus comme vous et moi qui vont bien. C'est pour ça que l'agent vaccinateur va poser la question. S'il n'a aucun bobo à l'instant où il se présente, il est vacciné. Il y a des personnes qui ont des comorbidités mais qui contrôlent leur maladie pour être vaccinées. Et comme a dit Dr Bawe, aujourd'hui, au Togo, on vaccine jusqu'à 18 ans, mais nous sommes en perspective de descendre plus bas. Parce que, comme il vous l'a dit, il y a très peu d'enfants qu'on rencontre dans les centres de prise en charge hospitalisés. Et les enfants aussi véhiculent fortement le virus. Et donc, il faut permettre de contrôler. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui où les enfants de 5 ans sont vaccinés. Chez nous, ici, si on peut aller déjà à 12 ans, après vous allez regarder aussi, vous voyez des 15 ans aujourd'hui avec le poids, qui ont le même poids que vous et moi. Ah oui. Voilà, donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte dans le souci de protection, intégrer ces plus jeunes. Il y a des 16 ans qui ont le bac qui sont à l'université. Voilà. Au nom de quoi vous ne voulez pas qu'on les vaccine? Alors, est-ce que la vaccination nous met à l'abri du danger, tout simplement? Moi, je suis tenté de dire oui, quand bien même, parce qu'on a vu des questions virales sur les réseaux sociaux en disant quand je me vaccine, quand je suis protégé. Ici, ce que nous disons, la vaccination, dans sa définition, permet à l'individu un entraînement préalable. Dans le cas de la Covid, la vaccination permet de ne pas avoir la survenue de formes graves chez l'individu qui est infecté. Parce que pour l'instant, quand on tient compte de la voie d'entrée du virus, le vaccin n'agit pas sur la voie d'entrée. Les recherches continuent. Le jour où vous aurez un vaccin qui va être appliqué sous forme d'aérosol au niveau des narines, au niveau de la gorge, mais le virus ne pourra pas se fixer. Mais pour le moment, le vaccin que nous recevons nous aide à ne pas faire des formes graves. Mais ne nous empêche pas de transmettre le virus si nous le recevons. Et ne nous empêche pas de pouvoir être contaminés à nouveau. Mais si nous sommes contaminés, Dr Bawel l'a dit,
l'année passée à pareil moment, avec la flambée qu'on avait, mais au CHR Lomé Commune, on était tous débordés, on était tous inquiets, parce qu'il faudra revenir là-dessus. Cette année, avec Omicron, on a peut-être des nombres plus élevés même que l'année dernière, mais en termes de décès, en termes de cas graves, non. Même quand vous voyez les personnes infectées, après 3-4 jours déjà, elles commencent à se sentir mieux, ce qui n'était pas le cas il y a un an. D'accord, merci professeur. Docteur, dites-nous, quels sont les effets secondaires suite à la vaccination qu'on peut ressentir? Oui, les effets secondaires, comme tout vaccin d'ailleurs, on a des effets secondaires suite à une vaccination. Les plus courants, c'est les maux de tête, la fièvre ou bien une petite fièvre qu'on appelle fébricule. Et quelquefois, certaines personnes ressentent une fatigue intense après la vaccination. D'autres, c'est des douleurs qu'ils ressentent au niveau du point d'injection. Et ça, ce sont les signes courants qui sont communs à tout type de vaccin. Et maintenant, pour les vaccins anti-Covid, nous avons remarqué d'autres signes comme la perte, pour certains, la perte de la libido. Et pour d'autres, l'augmentation de la libido. Donc ça dépend de tout un chacun. Donc il y a des gens, surtout avec AstraZeneca ou après la vaccination, il a été associé une augmentation ou bien un désir accru d'avoir des relations sexuelles. Et d'autres, puisque moi je suis dans un comité d'imputabilité, on a eu des cas comme ça. Et il y a d'autres qui ont signalé une baisse de la libido, qui n'ont plus d'érection depuis qu'ils ont été vaccinés. Il y a des personnes qui l'ont signalé. Donc, mais voilà. Ça va être corrigé progressivement. Ah oui, c'est vrai que nous avons reçu deux personnes que nous avons dirigées vers des spécialistes. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas eu le retour par rapport à ça. Peut-être qu'on va rechercher. Mais comme on dit, ces effets finissent toujours par entrer dans l'ordre. Ok, d'accord. Je pense que ces personnes, ces personnes n'ont plus fait recours à nous, puisque c'est par téléphone qu'on nous a appelé pour nous dire que voilà, on a des signes et on a pris les mesures qu'il faut. Mais jusque-là, on n'a plus de signes, on suppose que tout va bien maintenant. Alors, professeur, quelque chose à ajouter par rapport à ce point? Non, en gros, il a dit, c'est tout comme les autres vaccins, il y a des effets non souhaités, mais qui sont des effets qui sont gérables. Et pour rassurer la population, sur les sites de vaccination, il y a toujours une équipe médicale qui est là au cas où il y avait des effets non souhaités, que la prise en charge soit rapidement organisée. D'accord. Nous allons poursuivre toujours dans cette émission, mais cette fois-ci avec la réaction d'un téléspectateur, question qu'il a eu à poser au cours d'une émission matinale. Nous allons écouter cette question-là et nos spécialistes présents en studio pourront répondre aux téléspectateurs. Avec la complicité de la partie technique, on va suivre l'élément. Monsieur Fred. Ok, Monsieur Fred, nous vous écoutons. Ok, en fait, moi j'avais une question par rapport au gouvernement, pour le gouvernement. D'accord. J'aimerais d'abord soulever un point. Il y a eu tellement de maladies qui ont dévasté le monde. Quand on prend la peste, ils ont pu trouver un vaccin. Ok. Quand on prend le paludisme, on a pu trouver des médicaments. Ok. Tandis qu'on prend le sida jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de vaccin contre le sida, on n'a rien contre le sida parce que ça rapporte au gouvernement et au multinational. Mais pour un Covid qui est venu, on a environ plus de 5 vaccins. Mais qui, soi-disant, ne sont même pas efficaces à 100%. Ils ne protègent pas à 100%. J'aimerais aujourd'hui demander au gouvernement africain où sont nos vraies valeurs, la vraie valeur africaine. Les thérapeutes, ceux qui utilisent les airs pour guérir. Voilà. Parce que j'en ai connu beaucoup de personnes en Europe qui disent qu'ils sont tombés malades, à qui on a dit d'utiliser, par exemple, la Ténésia, le truc que nous appelons souvent limon ici. Voilà. Ils l'ont utilisé et ils ont confirmé que ça a marché, qu'ils sont guéris. Et il y a des preuves de tout cela. Mais que fait le gouvernement par rapport à cela? C'est ça.
est-ce que le gouvernement africain ne peut pas regrouper ces personnes qui utilisent les herbes, en fait, ensemble, qui nous donnent un produit que les gouvernements vont tester, ou bien allons-nous toujours attendre les plans pour le faire? C'est une belle question. C'est juste ma question par rapport au gouvernement africain. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Professeur? Oui, très belle réaction de l'auditeur. J'aurais bien voulu que cela soit en direct pour qu'on puisse le répondre parce qu'il y a quand même des éléments de correction à apporter dans tout ce qu'il a émis comme préoccupation. D'accord. Oui, en ce qui concerne le VIH, des essais vaccinaux existent en Afrique du Sud, de par le monde, Taïwan, et ainsi de suite. Il y a, même pour le paludisme aujourd'hui, il y a quand même des vaccins qui ont été développés. Et dans le cas de la COVID-19, si vous vous rappelez, il y a eu Covid organique, venu de Madagascar, il y a apivirine du Bénin, ainsi de suite. La médecine traditionnelle au Togo, la médecine moderne, la main dans la main au sein de l'université, il y a eu quelque chose qui a été mis en place qu'on a appelé dans le cadre de Comule 19, qui était l'engagement de l'université de Lomé dans la lutte, et des recettes ont été évaluées. Nous avons eu plus de 100 recettes. Des thèses même ont été conduites autour pour montrer les principaux constituants auxquels avaient recours nos tradithérapeutes. Et nous avons fait un essai clinique qui a des résultats qu'on n'a pas encore publiés, mais dont nous connaissons un peu la teneur. Le gouvernement n'est pas dans l'immobilisme. La liberté a été donnée aux scientifiques, aux chercheurs, on s'est associés, on a évalué des choses. Et il a parlé d'artéméter, parce que beaucoup ici étaient dans le mimétisme, comme la chloroquine, c'est pour le palud, c'est amer. On est allé chercher des médicaments qui traitent le paludisme, comme l'artémisia annua ou d'autres formes d'artémisia vendues sous forme de thé, les gens l'ont pris. La recherche continue. Il y a pour le Togo en tout cas des choses que nous faisons. L'université avait diffusé dans le temps, si vous voulez, des produits qu'il fallait prendre pour booster le système immunitaire. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons lui dire. C'est vrai qu'il s'inquiète, mais je crois qu'il n'a pas tapé la bonne porte pour avoir la bonne information. Oh oui. D'accord. Alors, docteur, dites-nous, quel bilan faites-vous de la situation de Covid à ce jour au Togo, au lendemain des festivités? Oui, le bilan que nous faisons au lendemain des fêtes de fin d'année, c'est que l'apparition du variant Omicron a augmenté les cas de contamination, enfin les cas confirmés. Et comme on l'a dit déjà, le Omicron est associé à une augmentation de la transmission. Et donc c'est ce que nous vivons actuellement. Et depuis plusieurs semaines, on n'a pas moins de 500 cas contaminés par jour, comme l'a dit un peu plus haut le professeur Salou. Donc la situation que nous faisons aujourd'hui, c'est que aujourd'hui la contamination va très vite, mais comme il a dit également, il y a un an, les formes graves ne suivaient pas les contaminations comme aujourd'hui, parce que il y a un an, autant on avait les cas confirmés, autant on avait des formes graves et des décès. Mais aujourd'hui, avec Omicron, bon, c'est le début, on verra comment ça va se passer dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, on a beaucoup de cas confirmés, mais les cas critiques ou les cas graves ne suivent pas ce nombre de cas confirmés que la situation épidémiologique nous donne tous les jours. D'accord. Professeur, quelles sont les perspectives en vue d'une riposte efficace pour le compte 2022, c'est-à-dire l'année 2022? Bon, l'année 2022, ce qu'on demande, c'est d'ici à fin février quand même d'avoir un grand nombre de Togolais qui soient vaccinés, puisque l'immunité collective est visée, les vaccins sont disponibles, pour que nous puissions reprendre totalement la vie comme avant. C'est important. C'est surtout ça. Et pour l'instant, que la population comprenne que ce n'est pas une invention, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment réel. Covid-19 existe, adoptant les mesures barrières. C'est vrai que c'est un effort qu'on nous demande. Regardez sur le plateau, pendant 1 heure, nous avons les masques comme des oraux. On est obligé. On est obligé. C'est la situation qui le demande. D'accord. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps. La vie elle-même, ce n'est pas vraiment un fleuve tranquille. Vous avez des crêtes, vous avez
le creux, des vagues, ainsi de suite. Donc nous sommes en zone de turbulence, il faut que nous l'acceptions et que nous soyons disciplinés et qu'on écoute les dirigeants. Cela va nous aider énormément. Cela va nous aider énormément. Docteur Baoué, peut-on espérer une éradication totale de la pandémie chez nous au Togo? Ça, c'est une grande question. Espérer l'éradication, un jour, oui, si la population reste disciplinée, puisque c'est à travers la vaccination que nous allons atteindre une bonne immunité collective et progressivement éradiquer ce virus. Donc, s'il y a encore des réticences à la vaccination, c'est comme ça que le virus va continuer à circuler et donc l'éradication ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, tout passe par la discipline, le respect des mesures barrières et surtout une bonne couverture vaccinale. Et c'est au vu de ça que nous pouvons espérer une éradication. Mais aujourd'hui, il est trop tôt de dire si on peut espérer une éradication de ce virus à la fin de cette année. Mais toujours est-il que le virus finira par partir un jour. Le virus finira par partir un jour, ce sont les mots du docteur Baoué. Alors, docteur Baoué, on reste toujours avec vous. Votre mot de la fin? Oui, pour terminer, je vais encore une fois inviter la population à respecter les mesures barrières, surtout par ces temps où circule le variant Omicron qui est associé à une augmentation de la transmission et surtout exhorter les réticents à la vaccination à se faire vacciner. C'est par la vaccination que certaines maladies infectieuses ont été éradiquées et la vaccination reste une arme indispensable pour la lutte contre les maladies infectieuses. Et par rapport aux effets secondaires et tout ce qui se dit à la vaccination sur les vaccins, ce n'est pas lié seulement au vaccin anti-Covid. On a connu les mêmes problèmes avec d'autres vaccins contre la polio, la coqueluche dans le temps. Et donc ce n'est pas nouveau. Mais ces maladies-là, aujourd'hui, très peu, on a pratiquement plus de cas de coqueluche par exemple. C'est vrai, on a quelques cas de poliomyélite, quelques cas de rougeole, mais par rapport à la couverture vaccinale, il y a une bonne couverture vaccinale au niveau de ces maladies-là. Donc, si on a la même couverture vaccinale pour la COVID-19, on verra que progressivement, on n'entendra plus parler de cette maladie. Donc, j'invite la population vraiment à se faire vacciner et c'est par la vaccination que nous allons nous éloigner de cette situation. Merci. Professeur, votre mot de la fin? Merci. Sans reprendre, je crois qu'en début d'année, on s'est tous souhaité les bons voeux en insistant sur la santé. Je crois que quand les gens répètent, ils disent bonne heureuse année, beaucoup de santé. Alors posons des actes citoyens pour que nous puissions bénéficier de cette santé-là. Cela passe par le respect des mesures barrières, cela passe par l'adoption de la vaccination comme une des solutions dans la lutte contre Covid-19. Je suis convaincu que vous avez posé la question. Les maladies virales dont on peut envisager l'éradication sont celles dont on dispose d'un vaccin quand on connaît le mode de transmission et si on connaît le réservoir. Donc, on est sur la voie, il faut qu'on soit engagé et qu'on fasse confiance, j'insiste là-dessus, qu'on fasse confiance aux autorités du pays, aux autorités sanitaires. Chacun a son domaine d'expertise. Il faut écouter ce que le spécialiste dit. Il faut écouter ce que le spécialiste dit. Maintenant, les docteurs vont écouter ce que notre question TAC dit, parce qu'ils n'ont pas ça dans leur protocole de questionnaire. On va débuter avec le professeur. C'est la toute dernière partie de l'émission. Professeur, dites-nous, quel est votre plus vieux souvenir d'enfance? Je suis natif de Côte d'Ivoire. C'est quand le président Giscard d'Estaing et Houphouët-Boigny sont venus dans la ville où je suis né. C'était en 1974, il me semble. J'ai vu les véhicules DS, tout le cortège passer. Et c'était ma première fois. D'accord. Docteur Baoué, qu'est-ce qui est indispensable à votre équilibre en tant qu'humain, en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui est indispensable à mon équilibre? Oui, une chose, une personne, ça dépend. Non, ce qui est indispensable à mon équilibre, c'est de me laisser faire ce que je pense. Okay. Ça, c'est indispensable. Je n'aime pas beaucoup la pression. D'accord. Professeur, quel est votre principal trait de caractère? Principal trait de caractère, homme à principe. Tout simplement. Tout simplement. Docteur, si vous avez la possibilité de choisir un âge
et conserver cet âge jusqu'à la fin de vos jours, quel âge choisirez-vous? Conserver cet âge jusqu'à la fin de mes jours. Oh. Ah, ça c'est... Eh ben, je dirais que conserver mes 40 ans. Tout simplement. Oui. Ah, c'est un âge qui peut-être vous a marqué. Le ce pourquoi, on ne sait jamais. Professeur, si vous devez choisir une seule saison pour toute la planète, laquelle choisirez-vous? Le printemps. Le printemps. Oui. Et pourquoi le printemps, professeur? Oui, en fait, il ne va pas trop faire chaud, pas trop froid. Je pense que c'est des conditions qui sont optimales pour la réflexion. Tout simplement. Alors, on va terminer avec le docteur Baweh. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait à ce jour? Le plus beau compliment qu'on m'a fait à ce jour? Je ne sais plus. Et voilà, c'est le but du tag. En fait, c'est juste pour relancer un peu vers la fin de l'émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission un peu longue par rapport au timing réparti. Information oblige, si on peut le dire ainsi, parce que sur Covid-19, on avait beaucoup de questions posées de la part des téléspectateurs qu'on croit avoir essayé de répondre à toutes ces questions-là. Et chacun à son niveau, on saura comment gérer les cas Covid qui se présentent à nous, comment nous comporter nous-mêmes en tant que citoyens togolais. Et comme l'ont si bien dit les invités de ce soir, respectons les mesures barrières, écoutons, mettons en pratique tout ce qui est dicté par le gouvernement togolais, parce que c'est pour notre propre bien, tout simplement. Alors, merci à vous, chers invités. Merci d'avoir répondu à notre appel ce soir. Et voilà, on espère que prochainement, lorsqu'on vous fera appel, vous allez également répondre à notre invitation. Merci infiniment à vous. Voilà. Merci Delali, avec plaisir. D'accord, merci à vous également, docteur. Merci, avec plaisir. Voilà, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Le prochain rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Bon à savoir.